Bonjour à tous et à toutes. On va commencer le webinaire d'aujourd'hui. Juste une consigne rapidement, c'est je vais vous demander est-ce que vous pouvez préciser le nom de votre organisme avec votre région. C'est juste pour nous à l'interne savoir un petit peu l'étendue des régions et des organismes que l'on touche à travers les webinaires. Donc, je vais sans plus tarder donner la parole à nos conférencières du jour qui vont vous donner les consignes et se présenter. Merci. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin pour notre webinaire intitulé « Prévenir le suicide des proches aidants en contexte de pandémie ». D'abord, avant d'aller plus loin, là, je voulais juste préciser si de façon urgente, vous, quelqu'un, un proche, un membre de votre famille ou un intervenant a besoin d'aide, sachez qu'il y a toujours le 1866 appel qui est une ressource d'aide 24/7 partout au Québec. Donc, n'hésitez pas à y avoir recours. Je me présente, mon nom est Jessica Rassi, je suis infirmière et professeure à l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil, donc tout près de Montréal. Et je présente ma super équipe. D'abord, Madame Annick Simard. Oui, bonjour. Je suis conseillère clinique cadre au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal à la pratique professionnelle et je suis travailleuse sociale de formation. Et ma collègue Marie-Pierre Long. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre, je suis infirmière de profession et je suis conseillère cadre en soins infirmiers au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal pour la pratique infirmière en santé mentale. Et je suis aussi la co-responsable en prévention du suicide avec ma collègue Annick Simard. Donc, je suis contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de la prévention du suicide avec mes deux collègues. Donc, merci de nous avoir invités. Merci à vous deux et merci effectivement au RANC de nous avoir invités pour ce webinaire et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui de prendre le temps là, pour un sujet qui nous tient bien à cœur. Petit détail technique là, pour le fonctionnement du webinaire. Donc, vous avez sans doute remarqué, là, les caméras, les micros sont désactivés pour les participants. Par contre, si vous avez des questions, gênez-vous pas à les inscrire dans la section « Converser ». Nous allons avoir une période de questions à la fin, mais si vous voulez les écrire au fur et à mesure pour ne pas oublier, là, il n'y a pas de problème. Et on va avoir aussi des sondages en direct. Il va y avoir des questions qu'on va vous poser qui vont popper à votre écran. Et vous n'avez qu'à répondre. C'est anonyme, donc on ne voit pas qui répond, mais c'est intéressant parce que ça rend le tout un peu plus interactif. Alors, notre plan de présentation, bien d'abord, on va prendre un petit peu de temps pour faire un regard sur soi parce que pour bien prendre soin des autres, mais il faut d'abord prendre soin de soi. Et on va se lancer là, dans le vif du sujet qui est la COVID-19 et la prévention du suicide. On va parler des facteurs de risque, des particularités là, liées à la détection, les particularités liées aux interventions, ainsi que les technologies des informations et des communications, communément appelées TIC, en prévention du suicide. Donc, pour briser la glace un petit peu, d'abord, une petite question pour vous. Quelle image représente le mieux comment vous vous sentez en ce moment? Alors, je vais faire le test pour le sondage. Donc, vous devriez voir le sondage apparaître à l'écran. Si jamais vous ne voyez plus les visages, là, vous pouvez tasser le petit écran. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est quand même partagé. Alors, on a, je laisse encore, il reste quelques personnes. Bon. Alors, la majorité a répondu. Beaucoup de personnes ont répondu la question à l'image 2. Alors, la plupart vont bien, mais il y en a un peu de tous les visages. C'est normal d'avoir plusieurs émotions là, qui sont en ce moment. Puis, je suis rassurée de savoir aussi que vous êtes honnête avec vos émotions. Si j'aurais plus de temps, je vous demanderais de me décrire en un mot comment vous vous sentez. Et à partir de ça, on pourrait aller plus loin là, pour
pour vraiment définir votre état d'âme et mieux comprendre là, comment ça influence la façon qu'on intervient. Mais en contexte de pandémie, il y a plusieurs effets néfastes qu'il peut y avoir. Puis là, malgré le fait que ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans cette situation-ci, il y a des symptômes qui peuvent persister. On parle entre autres de stress, anxiété, déprime. Sur le plan psychologique, émotionnel, il peut y avoir de l'inquiétude, le sentiment d'être vraiment dépassé, d'en avoir trop sur les épaules. Sur le plan physique, mais des maux de tête, de la difficulté à avoir de l'énergie, la perte d'énergie. Sur le plan comportemental, on peut retrouver de l'irritabilité, de l'agressivité, on se sent un peu moins dans notre assiette que d'habitude, de la difficulté à se concentrer. Donc, ce sont tous des symptômes qui peuvent persister. Ils peuvent aussi s'estomper avec le temps, mais si c'est présent depuis longtemps, là, ça pourrait aussi être aggravé. Donc, comme intervenant, c'est bien important de prendre le temps de réaliser comment on se sent et de prendre un moment pour arrêter, respirer et penser. Et ça peut se faire même en webinaire, comme je viens de le faire avec vous. Je me sens déjà un petit peu plus détendue, j'étais stressée. Alors, cette mini-intervention peut se faire à n'importe quel moment de la journée, puis souvent on la sous-estime parce que ça a des effets quand même très bénéfiques de ralentir la respiration, ralentir le cycle du stress et réengager les lobes frontaux qui sont responsables là, de mieux nous aider à mieux réfléchir, mieux prendre des décisions, puis mieux être concentré là, pour ce qui suit. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites pauses là, pour respirer. Sinon, il y a d'autres trucs pour s'assurer qu'on prend soin de nous en contexte de pandémie ou en contexte plus difficile. Il y a bien sûr les saines habitudes de vie qu'on connaît tous. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Par contre, là, de bien manger, bien avoir un horaire fixe de sommeil, faire un peu d'exercice physique. Mais en contexte de pandémie, on mentionne aussi d'essayer de limiter son exposition aux médias à 2 heures par jour, pas aller au-delà parce que sinon on peut se sentir envahi par tout ça. Aussi de se souligner ses bons coups. À la fin de la journée, avant d'aller se coucher, je vous donne le petit défi de vous rappeler de 3 bonnes choses que vous avez faites pendant la journée. Ça va un peu avec le prochain point qui est l'autocompassion. On a tendance à s'auto-flageller, surtout quand on prend soin des autres à longueur de journée, puis on est dur sur nous-mêmes. Et c'est important de se donner une petite tape dans le dos, prendre le temps de s'écouter puis de se réconforter soi-même parce que souvent, les plus durs envers nous-mêmes, c'est nous. Accueillir l'incertitude. On vit dans un monde d'incertitude en ce moment. L'incertitude nous habite. On ne sait pas, on va peut-être avoir la chance d'aller au resto prochainement si ça ne change pas. On a eu l'annonce hier. Donc ça reste à voir, les restos, les rassemblements. Mais dans un contexte d'incertitude comme ça, c'est important de se rappeler qu'il y a des choses qu'on peut contrôler. Donc, de contrôler ce qu'on peut contrôler, mais de laisser un peu aller là, qu'est-ce qui est incertain et de l'accueillir positivement, ce qui est incertain. Se soutenir entre collègues, ça aussi, ça se transforme, là, le soutien entre collègues, mais il ne faut pas l'oublier. Parce que dans le contexte actuel, où est-ce qu'on fait beaucoup de télétravail, il y en a qui sont encore en présence, là, mais si on est en télétravail, des fois, on a moins le temps ou on prend moins le temps. Les dernières tendances, là, c'est les 5 à 7 ans de collègues ou les dîners où est-ce qu'on prend une quinzaine de minutes pour échanger avec nos collègues. Il y a même les cafés matinales, là, à sa pause matinale de prendre un moment là, pour prendre son café avec une collègue pour échanger du travail ou de choses autres que le travail là, pour se soutenir. Et enfin, reconnaître que vous êtes seulement humain. Et oui, je vous l'annonce ce matin, vous n'êtes qu'humain. On a des limites en tant qu'humain sur ce qu'on peut faire pour aider les autres et souvent, on a tendance à en prendre beaucoup sur nos épaules. Alors, c'est important de bien connaître nos limites et les respecter parce que si on ne prend pas soin de nous, on ne sera pas capable de prendre soin des autres. Et j'ajouterai un petit dernier, l'humour. C'est bien important de prendre le temps de rire. C'est thérapeutique, le rire et l'humour. Alors, n'hésitez pas là, à prendre un moment de détente pour l'humour dans votre journée. Alors, maintenant qu'on a pris un regard sur soi pour mieux prendre soin de soi, on va être plus apte à prendre soin des autres et ainsi soutenir
les proches aidants, plus particulièrement en contexte de COVID et prévention du suicide. Un petit portrait du suicide au Québec. Eh bien, on a environ 3 décès par suicide par jour au Québec. On a une tendance qui est à la baisse depuis les plus hauts taux qui se situaient dans les années 90. Par contre, ça demeure préoccupant. Les hommes décèdent plus par suicide que les femmes, 3 fois plus de décès chez les hommes que chez les femmes. Dans les groupes d'âge, c'est les hommes et les femmes de 50 à 64 ans qui sont le plus à risque. Alors voilà un petit portrait. Là, dans l'année 2017, on avait 1045 suicides au Québec. Je vais céder la parole maintenant à Annick pour vous parler un peu plus des proches aidants. Alors, je vais continuer dans la lancée de Jessica avec des statistiques et un portrait des proches aidants. Là, je vais parler du pré-COVID. Qu'est-ce qu'on avait avant le COVID au niveau de la détresse psychologique? Alors, on peut, pour les proches aidants, les statistiques qu'on avait, c'est que les proches aidants prenant soin d'une personne atteinte de démence avaient une détresse psychologique de 45 % d'entre eux souffraient de détresse psychologique. Si on regarde avec la population générale à l'époque pré-COVID, c'était 20 %. On sait maintenant que c'est probablement plus élevé maintenant. Si le proche aidant prenait soin d'une personne âgée sans démence, ça baissait beaucoup plus la détresse, c'était 26 %. Et si on regarde pour un proche aidant prenant soin d'une personne ayant un trouble de santé mentale, là, la fourchette est beaucoup plus grande, mais c'est quand même assez élevé, entre 30 et 58 %. Si on regarde pour le proche aidant qui vivait non seulement de la détresse psychologique, mais de la colère et de la dépression, on a un taux quand même de proche aidant prenant soin d'une personne atteinte de démence de 38 %. Et si elle n'avait pas de démence, on avait un taux beaucoup plus faible de 39 %. Maintenant, si on continue toujours dans le portrait des proches aidants pré-COVID, on sait que les gens qui ont des problèmes de santé mentale chez les proches aidants, bien, ça exacerbe les symptômes. Donc, ils vivent déjà plus de la détresse psychologique et ont plus souvent des idées suicidaires. Et si on regarde maintenant, dans le contexte de pandémie, ça s'est encore plus exacerbé pour les proches aidants, ceux qui ne pouvaient pas visiter leurs proches ou qui, au contraire, étaient 24 heures sur 7 jours par semaine avec leurs proches parce qu'ils ne bénéficiaient plus de services de répit. Alors, c'est ça, on peut regarder un peu différents cas de figure. Je ne les passerai pas tous, mais on peut quand même voir qu'un proche aidant qui avait un proche en CHSLD qui s'est fait interdire les visites, bien, il y a vraiment un sentiment, lui, d'abandon. Bon, évidemment, ça dépend toujours de la relation qu'il avait avec son proche aidant, mais le plus fréquemment, c'est un sentiment d'avoir abandonné son proche, une forte culpabilité, une perte de contrôle aussi, parce que si le proche allait donner à manger, aider à intégrer son proche dans le milieu de vie, bien, il ne peut plus le faire, fait qu'il n'a plus le contrôle. Au début, ça pouvait être soulageant pour lui parce qu'il se disait « Ouf, il y a une tâche, j'ai pas à me présenter tous les jours au CHSLD », mais évidemment, avec les éclosions qui sont passées dans les CHSLD, il y a beaucoup plus d'inquiétude qui est arrivée. Puis si jamais c'est arrivé quand même que des proches atteints de COVID sont décédés, alors non seulement ils vivent un abandon, mais ils sentent qu'ils n'ont pas pu, ils sont sous le choc de ne pas pu avoir accompagné leurs proches dans la mort. Ils peuvent même pas vivre leur deuil de façon appropriée non plus. Fait que c'est un choc beaucoup plus grand. On a aussi les proches aidants qui prenaient soin ou qui aidaient, qui soutenaient des personnes âgées qui étaient en résidence. Donc, ça aussi, il n'y avait plus d'accès de visite, mais il y en a qui ont continué à faire des courses et les amener à l'entrée pour aider leurs proches. Fait que ça, des fois, ça a augmenté leurs tâches parce qu'avant, la personne était assez autonome pour le faire, mais ne pouvant plus sortir, ils ont dû prendre en charge beaucoup plus de choses, puis non seulement de leurs proches, mais des fois, pour aider, ils ont accentué leurs tâches pour aider les voisins, aider les beaux-parents qui n'aidaient pas auparavant. Ça, on l'a vu beaucoup aussi pour les courses et autres commissions. Là, on a la deuxième situation où le proche aidant vit avec son proche
mais qui auparavant pouvaient bénéficier d'aide du CLSC, de répit, du centre de jour, d'ateliers protégés pour certaines personnes handicapées ou autres services de répit qui sont soit totalement annulés ou grandement coupés. Alors, on se retrouve vraiment sans soutien. Et à ça s'ajoutent tous les facteurs de risque reliés à la population générale en situation de pandémie. Donc, le proche aidant peut-être plus perdre son emploi, avoir des stress financiers. On a beaucoup parlé aussi de la violence conjugale, familiale. Donc, la personne n'a plus accès au refuge. Ou en tout cas un accès très limité, ils sont pris à domicile, ils n'ont plus le soutien communautaire ou religieux des groupes, et les rassemblements sont interdits. Alors, puis des fois, ce n'est pas nécessairement de la violence, mais des relations toxiques aussi qui sont exacerbées. On a vu aussi beaucoup de stigmatisation envers certaines cultures, surtout au début. On l'a vu avec la culture asiatique où les gens se faisaient refuser l'accès à des endroits ou interpellés dans la rue. Il y a aussi la perte de la normalité, de sa vie normale. On perd ses repères. Fait que tout ça augmente les facteurs de risque. Et puis, bon, les obstacles au traitement de la santé mentale, soit du proche ou soit même du proche aidant, soit qui avait déjà un suivi, qui était déjà traité, ou l'aidé qui avait un suivi, qui sont évidemment suspendus ou moins fréquents dans le temps. Puis, on a vu une consommation d'alcool ou de drogue ou même de médication augmenter. Alors, tout ça fait qu'il faut être alerte et qu'on demande à ceux qui soutiennent les proches aidants de détecter les indices. On ne parle pas d'évaluer l'état psychologique de la personne, mais juste de relever les indices de détresse psychologique qui pourraient amener à un risque suicidaire. Quand on parle de détection, là, on peut penser au détecteur de fumée qui va vous dire qu'il y a de la fumée. Il ne vous dira pas où est le feu, etc. On n'ira pas dans le détail, mais il va vous dire qu'il y a de la fumée et qu'il faut s'en occuper. Alors, ce que je vais vous présenter après cette diapo, c'est les signes avant-coureurs, mais je voulais vous référer d'abord au document de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale du Québec. Vous avez le lien au bas de page qui vous résume les groupes à risque, entre autres que les hommes sont plus sujets aux idées suicidaires et même au suicide, les gens qui ont des troubles de santé mentale. Fait que vous allez avoir ces données-là sur ce document-là. Vous pouvez aussi vous référer à la QPS, l'Association québécoise en santé mentale, qui, elle, donne, si vous allez sur leur site web, vous avez des moteurs de recherche en faisant signes avant-coureurs. Vous allez avoir pas mal tous les signes avant-coureurs que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, les signes avant-coureurs, encore une fois, comme je vous disais, c'est d'être sensible aux indices. Puis ça va être sensible aussi à détecter des manifestations ou des signes, soit au niveau verbal, comportemental, émotionnel, cognitif ou aux signes de dépression. On va les passer un à un maintenant. Alors, si on regarde les messages verbaux directs et indirects, bon, direct, c'est plus facile. Je veux mourir, je veux me tuer. On le comprend bien, le message. Par contre, les messages verbaux indirects, on est plus dans l'ambiguïté. Je m'en sortirai jamais, je vois pas le bout, je vois pas la fin. Fait que c'est important, lorsque les gens vous disent ça, de clarifier qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Surtout comme j'aimerais ça que tout ça finisse. Bien, le ça, à quoi réfère-t-on? Est-ce qu'on le ça, c'est la pandémie ou je veux que ma vie finisse, se termine? Alors, on essaie de clarifier qu'est-ce que la personne veut dire exactement. Dans les indices comportementaux, surtout si vous connaissez déjà les proches aidants auparavant, vous pourrez peut-être plus être à même de voir les changements de comportement chez les personnes. Fait qu'on voit peut-être
des changements radicaux au niveau des attitudes, des comportements, comme quelqu'un qui était très posé, très calme, qui devient agressif, qui s'emporte facilement, ou quelqu'un qui était très actif, avec beaucoup d'initiatives, qui devient très passif. Bon, le retrait et l'isolement, on s'entend, tout le monde est confiné, fait qu'on c'est peut-être pas le meilleur indice pour le trouver, mais on peut être quand même un peu plus alerte là-dessus, ou les gens qui vont vous dire, on le voit à l'écran, là, c'est qui ont fait leur testament, qui règlent toutes leurs affaires comme pour préparer un peu leur mort ou la mort d'un proche aidant. Donc, c'est important d'être alerte à ça. Ou aussi à tout ce qu'il va dire par rapport au changement d'habitudes alimentaires, si leur sommeil a changé. Aussi des changements au niveau de leur hygiène personnelle. C'est sûr qu'au téléphone, on ne peut pas l'observer, mais si vous avez des rencontres virtuelles avec eux et que vous pouvez voir que vraiment, ils ont l'air très négligés, comme, bon, on est habitué un peu plus avec la pandémie puis avec le confinement d'être un peu plus dans notre mood, peut-être moins s'arranger comme pour aller dans un bureau ou aller travailler à l'extérieur, mais c'est vraiment la différence entre être négligé et être juste relax. Puis il faut être aussi sensible au comportement dangereux. La personne qui vous dit que oui, ben c'est ça qu'elle boit jusqu'à temps de tomber endormie ou qu'elle prend plus de médication ou plus de drogue, puis qu'on voit encore une fois un changement. Ou ça peut être des comportements aussi dangereux d'aller vraiment dans des rassemblements qui sont maintenant interdits, mais il y en a des illicites, puis d'y aller sans protection. Alors ça, c'est des comportements qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille aussi. Si on regarde au niveau émotionnel, bon, ben, on a le désintérêt, la perte de désir, les gens qui vont pleurer beaucoup plus. C'est sûr que ça, ces indices émotionnels-là pouvaient être avant le COVID aussi, des gens qui avaient déjà une tendance dépressive, puis on va le voir un peu aussi à l'autre diapo. Mais d'autant plus, il faut voir si vraiment ça se détériore encore plus. Et puis, je vous conseillerais pour ces personnes-là qui démontraient déjà des signes émotionnels auparavant, peut-être leur faire peut-être plus des relances, plus de suivi fréquent avec eux. Fait que si des gens qui ne montraient pas avant des changements d'humeur brusques, comme je disais tantôt, des gens qui vont devenir agressifs, puis auparavant pourtant qui étaient très posés. Alors, il faut être attentif à ces signes-là. D'autres indices, vous avez les indices cognitifs. Alors, quand on fait appel à la cognition, on pense à la mémoire, au langage, tout ce qui est raisonnement, prise de décision, apprentissage. Alors, si vous dénotez chez la personne qu'il n'y a pas vraiment de trouble neurocognitif, là, on n'est pas dans la détérioration de ce trouble-là, mais qui a une difficulté de se concentrer, qui est incohérente, là, son langage est confus, qui a des pertes de mémoire, qui oublie, on a parlé de faire certaines choses, puis « Ah, mon Dieu, c'est vrai, j'ai oublié, je ne l'ai pas fait », ou qui est vraiment indécise, « Ah, je ne sais plus ». Surtout, bon, on avait des gens qui sont comme ça dans leur personnalité, mais qu'on voit comme, encore une fois, un changement, que c'était une personne qui prenait des décisions plutôt facilement, puis que là, vraiment, est indécise, c'est un autre indice. Et finalement, les gens qui ont des symptômes clairs de dépression, parce qu'on sait que les gens qui sont décédés par suicide, 90% d'entre elles avaient des symptômes de dépression. Fait que les gens qui ont des diminutions de l'intérêt, ou du plaisir, qui pensent à la mort, qui vraiment démontrent des traits de dépression, bien, il faut les encourager à consulter. Maintenant, pour concrétiser le tout, on va regarder l'histoire de Madame Tremblay, qui est une personnage fictive. Madame Tremblay, 58 ans, visitait sa mère quotidiennement au CHSLD pour l'aider à s'alimenter et mieux s'intégrer dans son milieu de vie. Par contre, depuis 2 semaines, Madame Tremblay ne peut plus visiter sa mère car celle-ci vient de tester positive à la COVID et se retrouve en zone chaude, donc où toutes les personnes atteintes de COVID se retrouvent. L'état cognitif de sa mère s'est grandement détérioré depuis, au point où elle ne reconnaît même plus sa fille ni par téléphone ni par FaceTime.
Ce nouveau contexte affecte grandement Mme Tremblay. Elle éprouve des problèmes de sommeil, est très inquiète, a de la difficulté à trouver un sens à sa vie. Elle est très attristée par le fait que sa mère ne la reconnaît plus. S'occuper de sa mère était devenu son quotidien et elle ne sait plus quoi faire de son temps. Elle vous dit qu'elle se sent seule, coupable et inutile. Alors, sachant ces informations sur Mme Tremblay, est-ce qu'il serait pertinent, selon vous, d'explorer si Mme Tremblay a des idées suicidaires? Et là, je vais vous lancer le sondage. Ce ne sera pas là. Donc, serait-il pertinent, oui ou non, d'explorer si Mme Tremblay a des idées suicidaires? Je laisse encore quelques secondes. OK, alors la grande majorité a répondu et la majorité ont dit oui. Alors, quelques personnes qui ont dit non, eh bien, oups, je vais juste enlever le... Alors, dans le cas de Mme Tremblay, effectivement, oui, il serait pertinent d'aller explorer si elle a des idées suicidaires parce qu'il y a des éléments de son histoire qui pourraient nous préoccuper. Entre autres, la perte de sens à sa vie. Ça serait d'aller clarifier, un peu comme Annick disait tantôt, d'aller clarifier, mais c'est quoi la perte de sens? Comment qu'elle interprète ça de son côté? Elle se sent aussi seule, elle se sent inutile. Donc, on pourrait aller vraiment accéder au cœur de son histoire, puis aller plus en profondeur sur comment elle se sent. Si on voit vraiment qu'il y a une détresse, qu'elle ne va pas bien, mais la meilleure chose, c'est d'aborder le suicide en posant la question directement. Parfois, on est mal à l'aise, fait qu'on prend plein de détours, mais vraiment, ce qui est recommandé, c'est d'aller le plus droit au but quand on pose la question là, pour rendre la personne la plus confortable possible à nous répondre. Alors, dans le cas de Mme Tremblay, on pourrait dire, Mme Tremblay, ce que vous dites, ça m'inquiète. Est-ce qu'au cours des dernières semaines, vous avez pensé à vous tuer? Vous avez eu des idées suicidaires? Si elle nous répond oui, mais là, on peut être un peu plus précis. Est-ce que vous pensez en ce moment à vous tuer? Une fois qu'on a la réponse, si c'est encore un oui, on peut aller creuser un petit peu plus, poser la question. Nous, ce qu'on recommande, c'est l'utilisation du PFCOC. Pour s'en rappeler, on peut penser à PFK, qui fait partie des saines habitudes de vie alimentaires. Hein? Alors, un petit truc pour s'en rappeler. PFCOC avec 2 Q. Donc, le P, on a vérifié auprès de Mme Tremblay si elle pensait au suicide, alors si elle pensait se tuer. Moi, j'utilise plus le mot tuer quand l'interprétation peut être difficile, surtout chez certaines cultures, que le mot suicidaire là, peut ne pas toujours être compris de la même façon. C'est clair, net et précis quand on parle de se tuer, mais vous pouvez utiliser suicidaire là, si la personne comprend bien ça aussi. À quelle fréquence? Donc, est-ce que c'est de façon régulière, à tous les jours, à chaque heure, ou est-ce que c'est des flashs une fois de temps en temps? Comment pensez-vous vous tuer? Alors, est-ce qu'il y a un moyen concret auquel la personne a pensé? Où prévoyez-vous le faire? Donc, à quel endroit? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est à l'extérieur? Quand prévoyez-vous le faire? Ça peut être précis, ça peut être imprécis. Mme Tremblay pourrait dire oui, j'ai des idées suicidaires, puis moi, c'est avant mon anniversaire. Alors, son anniversaire est encore dans 4-5 mois. Alors, peut-être qu'on va avoir le temps d'intervenir. Alors, contrairement à si c'était demain, mais là, on voit que c'est vraiment plus urgent. Et avec qui? Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger non plus. S'il peut y avoir un pacte suicidaire, mais aussi s'il peut y avoir des idées homicidaires, donc de vouloir tuer quelqu'un pour le bien de l'autre personne, en tout cas de la perception de la personne, c'est je lui enlève sa vie et j'enlève la mienne par après. On en a entendu plusieurs histoires dans les médias là, de situations d'homicide et de suicide, donc important à aller explorer auprès de la personne. Évidemment, tout ça n'est pas possible sans une alliance thérapeutique avec la personne. Et pour aller plus en profondeur sur cette alliance, je recède la parole à Annick. Alors, oui, l'alliance thérapeutique va être essentielle et j'aime bien l'image de cette diapo-là, c'est que avant de penser à intervenir, avant de penser à des solutions,
il faut bâtir l'alliance, il faut avoir le lien de confiance pour que la personne se révèle, pour qu'elle vous fasse confiance, pour qu'elle vous révèle tous les indices et qu'elle vous parle d'elle et de ce qu'elle vit. Il faut bâtir, c'est ça, la relation de confiance. Puis c'est peut-être, d'autant plus que c'est peut-être la première fois que la personne s'ouvre sur ce sujet-là. Donc, il faut être très, très à l'écoute et ce qu'on démontre aussi dans la diapo, c'est pas une course contre la montre. À moins, évidemment, que la personne ait vraiment un plan suicidaire clair et net, elle a les pilules avec elle ou un fusil, là, c'est sûr qu'on est dans l'urgence. Mais souvent, on n'est pas rendu là. On est plus dans la rumination ou dans les idées suicidaires ou dans la planification. Donc, c'est très, très important, puis je vais le répéter et répéter, l'écoute n'est pas juste, c'est une écoute active, c'est une intervention en soi. Puis il faut essayer que la personne s'ouvre le plus possible pour pouvoir justement, pour vous savoir à qui la référer ou si nécessaire justement de référer. Puis il faut aussi, je reviens encore avec les messages ambigus, de valider l'information. C'est encore un exemple, elle dit « je me sens coupable ». Ah, puis là, vous pensez que c'est sûr, elle se sent coupable, elle vient d'héberger sa mère en CHSLD. Mais finalement, c'est pas ça, c'est comme non, je me sens coupable parce que je suis soulagée que quelqu'un d'autre en prend. Quand elle est malade comme ça, j'aime autant qu'elle soit là avec des professionnels. Fait qu'il faut vraiment aller valider les messages que la personne nous fait pour être sûr de ne pas partir sur des fausses pistes. Donc, on va voir, vous êtes des intervenants, donc vous savez probablement déjà ces techniques et attitudes, mais c'est toujours bien de se remémorer qu'il faut démontrer du respect à la personne, être ouvert, chaleureux, amical. Les questions ouvertes, évidemment, ça amène la réflexion, ça permet à la personne de se poser, de prendre le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Et Marie-Pierre va l'aborder un peu, mais c'est sûr que quand on est en utilisant les technologies de l'information, on peut aller avec des questions fermées, ne serait-ce que pour s'assurer que la personne, on peut respecter la confidentialité des propos qui vont être tenus. Fait que des fois, on va vérifier par des oui-non si on peut continuer et aller justement dans la grande discussion. Puis dans l'écoute réflexive, c'est ça, c'est d'amener la personne à ce qu'elle est découragée. Bon, on approfondit qu'est-ce qui la décourage. On essaie d'aller un peu plus pour qu'elle définisse ses sentiments puis ce qu'elle ressent, qu'elle clarifie un peu ses idées. Dans votre écoute attentive, c'est pour vous d'être très actif et de voir qu'est-ce qu'elle vous dit, dans ce qu'elle va vous dire, comment elle a abordé des situations difficiles auparavant. Bien, vous allez voir, vous allez déceler des forces, des stratégies efficaces qu'elle a déjà utilisées, puis vous les gardez en mémoire pour pouvoir ensuite, dans la conversation, les relancer et l'encourager à réutiliser les mêmes stratégies si c'est encore possible. Fait qu'il faut vraiment vous mettre dans sa peau, comprendre la perspective de la personne. Puis pour comprendre la perspective de la personne, il faut que vous aussi, comme intervenant, que vous sachiez qui vous êtes, où vous vous situez, surtout par rapport au suicide. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi vos opinions? Puis d'essayer aussi de faire une distanciation entre ce que vous êtes comme personne et comme professionnel, ce que vous devez faire face à une personne suicidaire. Fait qu'on évite dans la colonne de droite où on voit le X, on évite les pourquoi parce que, comme vous le savez, les pourquoi, ça amène la personne à se justifier. Ça l'amène sur la défensive, ça n'amène pas du tout à une ouverture. Les jugements, bien, c'est là qu'on va aller avec nos valeurs personnelles par rapport aux valeurs de la personne. Ben voyons donc comment ça se fait que vous pensez ça. On ne va pas dans cette catégorie d'intervention-là. Les questions en rafale, souvent aussi, c'est sûr que quand même le suicide, il n'y a personne qui est à l'aise puis qui est content quand quelqu'un nous parle qu'il y a des idées suicidaires. Tout le monde, on est tous mal à l'aise avec ça. Alors, c'est aussi d'éviter les questions en rafale pour éviter les silences. Fait qu'il faut savoir tolérer le silence, tolérer ce que la personne est en train de nous dire. C'est difficile pour elle aussi d'en parler, c'est difficile pour nous de l'entendre. Puis là, on arrête, on respire, puis on pense que Jessica nous disait au début, bien, on le réutilise.
On réfléchit aussi pendant que la personne nous révèle des choses, c'est qu'on évite la confrontation, donner des ordres. C'est sûr que quand on a une personne dépressive, souvent, il faut plus la guider, l'accompagner, parce qu'elle n'aura pas l'initiative, mais c'est pas donner des ordres, puis vous allez faire ci, puis faire ça. Souvent, là, on coupe à ce moment-là le dialogue, puis évidemment, moraliser n'est pas une bonne technique. Marie-Pierre va maintenant aborder une autre intervention que vous pouvez faire qui peut vous aider dans votre intervention auprès de la personne suicidaire. Alors, c'est le plan de sécurité. Donc, oui, le plan de sécurité, comme Annick vous mentionne, c'est une intervention en prévention du suicide qui est reconnue comme efficace pour réduire l'imminence du risque suicidaire dans les recherches. Donc, on vous recommande d'accompagner le proche aidant à réfléchir, à identifier ses propres stratégies à elle et ses ressources qu'elle peut mobiliser lorsqu'elle est en crise suicidaire ou bien avant aussi, selon ses préférences. Vous pouvez l'accompagner à faire le plan par écrit si elle le désire ou simplement avoir une discussion autour du plan de sécurité. On vous recommande aussi de faire cette intervention lorsque vous détectez des indices suicidaires, là, les signes avant-coureurs que ma collègue Annick Simard vous a enseigné plus tôt dans le webinaire. Donc, comme je vous ai dit, il faut favoriser aussi la discussion autour du plan de sécurité. Il ne s'agit pas de compléter le plan de sécurité à tout prix avec la personne. Donc, mobiliser les attitudes et les techniques de relation d'aide qu'on vous a enseignées pour accéder au cœur de l'histoire de la personne, mais aussi de l'engager dans son propre plan. Je vais vous présenter un peu les étapes du plan de sécurité pour vous donner une idée de ce que c'est. Et sûrement que vous le faites déjà dans votre pratique. Donc, l'étape 1, dans le fond, vous allez poser des questions au proche aidant sur ses signaux propres et significatifs pour elle lorsqu'elle se sent qu'elle s'en va en crise suicidaire ou elle se sent moins bien. Donc, ça pourrait être « je me sens plus triste ». Aussi, ça peut être des signaux d'alarme, ça peut être un moment critique. C'est lorsque je me chicane avec ma mère, je sens que là, mes idées suicidaires sont augmentées. Ça peut être aussi des comportements comme par exemple, moi, je sens que quand je m'en vais en crise suicidaire, où est-ce que je suis plus vulnérable, c'est lorsque je consomme un peu plus d'alcool, là, je sens que ça, c'est mon signal d'alarme. Donc, il faut accompagner la personne à identifier ses propres signaux d'alarme. C'est vraiment aidant pour elle, là, pour prévenir, par exemple, le passage à l'acte puis aller chercher de l'aide. Ensuite, les stratégies d'adaptation en solo. Il s'agit, dans le fond, des stratégies que la personne peut mobiliser de façon autonome lorsqu'elle sent là, que ces signaux d'alarme sont présents. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, pour un peu réduire ma souffrance, mais aussi distraire, réduire ses idées suicidaires. Donc, ça pourrait être aller prendre une marche, écouter un film, par exemple, ou aller promener mon animal de compagnie. La prochaine étape qu'on appelle, c'est de l'accompagner la personne à identifier ses stratégies sociales. Donc, réactiver son réseau social. Donc, en contexte de pandémie actuelle, donc on peut utiliser les TIC. Donc, par exemple, FaceTime, Facebook, prendre contact avec des personnes que la proche aidante trouve que c'est significatif pour elle, puis qui peuvent l'aider à distraire ses idées suicidaires, mais aussi se sentir soutenue et écoutée. Ensuite, c'est mes personnes ressources. Donc, en cas que la personne est à risque suicidaire puis elle se sent en crise, quelle personne qui peut être très significative dans son entourage là, pour lui venir en aide? Mes ressources spécialisées et professionnelles à contacter lors d'une crise, ça peut être une infirmière, une travailleuse sociale, un médecin de famille qui assure un suivi auprès de la proche aidante pour une raison de santé quelconque, ou ça peut être aussi votre numéro comme intervenant puisque vous êtes beaucoup en intervention en communauté avec eux, puis que je pense que vous êtes une ressource très importante pour eux et vous avez
vous êtes privilégié aussi d'être en contact avec les proches aidants. Donc, ça peut être votre numéro et un numéro très, très important à leur donner lorsque vous discutez, que vous les accompagnez à élaborer leur plan de sécurité, c'est le 1-866-APPEL. Donc, c'est un service d'aide pour les personnes en crise suicidaire. Le dernier élément à pouvoir discuter ou aider la personne, c'est en fait ces moyens qu'elle peut prendre pour sécuriser son environnement. Donc, un exemple simple, par exemple, quand je me sens que je suis pas bien, que j'ai mes signaux d'alarme qui me disent que je pourrais être à risque, je vais demander à ma conjointe de barrer mes médicaments disponibles sous clé, par exemple. Sinon, si vous avez une personne qui est à risque suicidaire puis elle a un plan complet, concret et que vous êtes dans l'urgence, vous pouvez appeler au 1-866-APPEL pour vous aider dans votre intervention par rapport à prévenir le suicide. Ils sont là aussi pour vous aider dans votre intervention. Donc, c'est important de prendre cette ressource qui est très, très, très aidante pour vous et pour toutes les personnes qui peuvent être dans une situation de crise suicidaire. Donc, aussi, un élément qu'on veut vous mentionner par rapport au plan de sécurité, mais aussi dans votre intervention générale auprès d'une personne en crise suicidaire, c'est de transmettre l'espoir. Donc, vous pouvez lui demander dans le passé, est-ce qu'elle a vécu une situation très difficile pour elle ou est-ce qu'elle était, par exemple, en crise suicidaire? Puis, qu'est-ce qui l'a aidé pour elle? Quelle stratégie qu'elle a mobilisée? C'était quoi ses forces? Puis aussi, est-ce qu'elle avait ou elle a des raisons de vivre là, pour lui transmettre l'espoir puis l'encourager à pouvoir mieux auto-gérer ses symptômes, mais aussi son plan de sécurité pour s'aider, elle, en cas de crise. Donc, pour en apprendre davantage sur le plan de sécurité, on vous recommande le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. Il offre une formation gratuite en ligne pour élaborer un plan de sécurité pour l'utiliser dans votre pratique. Donc, on vous le suggère fortement. Donc, maintenant, on va parler un peu d'éthique. Je vais juste chercher ma feuille. Oui, d'éthique. Donc, l'éthique, comme on vous a dit, c'est par exemple Facebook, ce que vous utilisez aussi présentement depuis qu'on est en pandémie, votre plateforme que vous utilisez, par exemple, est-ce que c'est téléphone, est-ce que c'est visio, est-ce que c'est Zoom ou Teams lorsque vous faites vos suivis téléphoniques avec les proches aidants. Donc, ça, c'est l'éthique. Et oui, c'est possible d'intervenir en prévention du suicide par l'éthique et de poser vos questions ouvertes ou fermées en lien avec le PFK que Jessica Rassi vous a montré. C'est toujours mieux d'aller évaluer, d'intervenir que de rien faire et de récolter au moins les éléments que vous pouvez avoir pour mieux venir en aide à la personne. Donc, aussi un autre élément que je veux vous mentionner qui est très important, allez-y avec le moyen de communication que le proche aidant veut vous parler. Donc, ne pas imposer son moyen de communication parce que ça peut être une barrière pour la personne à s'ouvrir. Donc, on y va avec la préférence du proche aidant. Donc, avant d'aller dans un quiz vrai ou faux, je veux vous mentionner aussi ce que Annick vous a mentionné, c'est que si la personne n'est pas seule, est en présence avec le proche aidé, c'est important de s'assurer qu'elle est seule ou si elle est accompagnée pour s'assurer de la confidentialité de ses propos. Donc, on peut lui poser, est-ce que vous êtes seule, oui ou non? Si elle n'est pas seule, est-ce que c'est possible qu'elle aille dans une pièce où est-ce qu'elle peut vous parler librement? Si ce n'est pas possible pour des raisons, c'est correct. Allez-y avec des questions fermées. Donc, j'en ai quelques exemples pour vous. Par exemple, pour identifier si elle a un moyen pour s'enlever la vie, donc on pourrait lui poser, avez-vous identifié un moyen pour vous enlever la vie? Oui ou non? Est-ce que vous avez accès aux moyens? Oui ou non? Est-ce que vous avez choisi un endroit? Ça pourrait vous aider avec une question fermée. Le quand? Est-ce que vous
vous voulez vous tuer aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans les prochains jours? Donc, c'est des questions fermées qui peuvent vous aider là, à aller faire le PFCOC. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au quiz vrai ou faux. Donc, la première question, parler de suicide par l'éthique à une personne qui pense au suicide peut lui donner l'idée de passage à l'acte. Vrai ou faux? Je vais vous laisser quelques secondes. Donc, une grande majorité semble répondre faux. Donc, je vais laisser quelques secondes. OK. Donc, la majorité a répondu faux. En fait, c'est faux. Donc, poser la question directe, pensez-vous vous tuer, soulage la souffrance chez la personne parce que ça montre qu'on est prête à l'écouter et à l'entendre. Même que c'est prouvé dans les études que ça n'augmente pas le risque de passage à l'acte lorsqu'on demande la question. Au contraire, ça l'aide beaucoup, beaucoup la personne, puis on peut mieux intervenir et l'aider dans sa situation qu'elle vit difficilement. Donc, le prochain, vrai ou faux. Questionner les personnes sur leur idée suicidaire par l'éthique peut les offenser et les irriter davantage. Parfois, il est mieux de ne rien dire que d'empirer la situation. Vrai ou faux? Je vais vous laisser quelques secondes en fait, pour y répondre. Donc, la majorité ont répondu faux. Donc, en fait, c'est faux. C'est toujours mieux de dire quelque chose, mais puis il n'y a pas une bonne manière de dire non plus. C'est toujours mieux de vouloir dire quelque chose et de l'aider le mieux qu'on peut que de rien faire. Donc, c'est super important ou si vous pouvez lui référer au numéro 1-866 appel qui peuvent intervenir dans cette situation. Donc, le prochain quiz, vrai ou faux. Une personne qui menace en ligne à répétition de se suicider le fait seulement pour attirer l'attention. Vrai ou faux? Donc, tout le monde a répondu faux. Donc, c'est vrai, c'est faux. La personne, on ne peut pas juger qu'elle a fait juste attirer l'attention parce que derrière des propos suicidaires à répétition, il y a une souffrance réelle. On doit la prendre au sérieux, au sérieux la personne, puis écouter la souffrance, aller explorer, puis intervenir et pouvoir écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc, c'est très, très important. On ne peut pas juger si elle veut faire attirer l'attention ou pas. Donc, il faut vraiment aller détecter, intervenir en prévention du suicide chez une personne qui mentionne des propos suicidaires. Donc, pour conclure notre webinaire, des recommandations générales qu'on veut vous partager, qu'on veut que vous reteniez. Ne pas ignorer un appel à l'aide. Donc, comme on vous a dit, c'est important d'apporter une écoute active, d'intervenir du mieux qu'on peut et encourager la recherche d'aide malgré le contexte de COVID-19. Donc, par exemple, réactiver son réseau social par l'éthique, orienter vers des ressources comme le 1-866 appel qui est super important ou l'urgence. C'est important de transmettre de l'espoir et en tout temps, si vous partagez de l'information en ligne, toujours mettre un lien vers des ressources. Et pour conclure, vous pouvez, vous, comme intervenant, vous référer au service d'aide en situation de crise suicidaire ou numéro à l'écran pour
vous aider dans votre intervention si vous vous trouvez dans une situation parfois qui est difficile et sensible pour nous, pour mieux aider le proche aidant. Et vous pouvez aussi référer le proche aidant en tout temps à ce service-là. Merci beaucoup. Donc, on va passer à une séance de questions, commentaires. Écrivez-nous, puis on va vous répondre à l'instant. Oui, merci beaucoup. Concernant les questions, on a reçu plusieurs questions que je vais vous transmettre. Donc, pour commencer, une des premières questions, c'est plus, je pense, la personne fait référence à un cas réel qui dit pour une proche aidante qui s'occupe de ses deux parents et qui travaille à temps plein, qui n'a jamais le temps de nous parler ou de prendre soin d'elle et qui montre justement beaucoup de signes d'humeur dépressive, d'impatience et même d'agressivité. Quoi faire? Je réussis des fois à lui parler 10 minutes car elle court sans cesse et n'arrive pas à coordonner ses tâches dans la journée. Sa vie semble être un casse-tête selon ce qu'elle me dit. Où devrais-je la référer pour avoir de l'aide si possible? L'aidante est de Montréal. Donc, je pense que vous avez un peu répondu à cette question à travers la présentation. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, j'ajouterais peut-être un petit quelque chose. Des fois, ce qui est difficile, c'est, puis je trouve que ça a bien été mentionné dans cette situation-là, il y a des gens qui peuvent être très irritables, qui peuvent être à la limite agressifs, puis que le ton peut-être un peu moins dans cette situation-là, mais des fois, c'est difficile d'entrer en relation avec cette personne-là à cause de ces éléments-là. Mais la meilleure chose à se rappeler, c'est d'essayer de passer les mots M-A-U-X en mots M-O-T-S. Souvent, là, c'est vraiment une accumulation, puis ils ne savent plus comment s'exprimer, puis de les laisser, un peu comme Annick disait, l'écoute active, à ce moment-là, c'est l'intervention la plus importante parce qu'au début, même si vous écoutez, peut-être que ça va avoir aucun sens, mais le plus vous laissez la personne ventiler, bien là, ça va se concrétiser puis vous allez aboutir à quelque chose. Mais en premier lieu, là, ça peut sembler beaucoup puis on ne sait pas trop quoi faire. Fait que j'aurais tendance à vraiment miser sur l'écoute active. L'autre élément qui est difficile dans cette situation-là, c'est le manque de temps. Il n'y a pas de solution miracle pour trouver un moment. Il faudrait trouver un moment pour échanger avec cette personne-là. Je ne sais pas la relation que vous avez non plus avec elle, mais s'il y a des moments où est-ce qu'elle est en train de faire autre chose, qu'elle peut quand même parler. Des fois, le fait de faire une tâche, là, je ne sais pas moi, plier ses vêtements propres qui sortent qui sortent de la lessive. Pendant qu'elle est en train de plier, mais en parler, des fois, d'être distrait par une tâche permet d'accéder à certains éléments de la pensée différemment. Alors, de ne pas non plus s'attendre à toujours avoir des moments où est-ce que, bon, on se parle, puis c'est ça le but de la rencontre, mais le faire à travers d'autres activités de la vie quotidienne, si c'est possible, bien sûr, là, dépendamment de la relation. En tout cas, ça, c'est un truc que moi, je faisais avec des patients qui était quand même très utile. Il y a aussi de voir, parce que des fois, c'est pas toujours avec l'intervenant qu'elle va se sentir, même s'il est probablement plus habilité, mais c'est de vérifier aussi si elle a quelqu'un d'autre qui peut, dans son entourage aussi, à qui elle peut parler, à qui elle peut un peu se livrer, là. Puis il faut toujours voir, bon, c'est sûr qu'en temps de pandémie, les services ont beaucoup diminué, mais quand même, il y a toujours aussi des services de CLSC, on peut faire des références. Évidemment, il faut que la personne consente, là. Mais ça peut être, ça peut être encore des suggestions qu'on fait. Puis il ne faut surtout pas lâcher sans être harcelant auprès de la personne. Mais c'est ça, des fois, on se fait rabrouer, puis on se dit, oh, ben mon Dieu, je ne me ferai pas rabrouer une deuxième fois. Mais des fois, ça vaut la peine, c'est de dire, ben, que la personne aussi choisisse le moment auquel on va l'appeler pour la surprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux pour qu'on puisse se parler un 5, un 10 minutes. Merci pour vos réponses. On a également une autre question qui dit, c'est par rapport à l'utilisation du terme de se tuer, qui dit, ne pensez-vous pas que dire à quelqu'un tuer ou suicider, c'est lourd ou peut même mettre la puce à l'oreille chez la personne en détresse?
Je vais répondre. En fait, comme qu'on a mentionné dans les vrais ou faux, de poser la question directe puis d'utiliser les termes comme pensez-vous à vous tuer. Au contraire, là, ça n'amène pas la personne à faire un passage à l'acte. Au contraire, là, ça la soulage puis ça montre qu'on est prête à l'écouter. Même que, comme j'ai mentionné, les études démontrent que de poser la question directe n'augmente pas le risque suicidaire, là. Puis le passage à l'acte. Je ne sais pas si Jessica, tu veux rajouter d'autres choses parce que Jessica, elle fait de la recherche en prévention du suicide. Oui, j'allais justement mentionner que je rencontre plusieurs personnes dans mes projets de recherche qui ont fait des tentatives de suicide. Puis il y en a souvent, je me fais dire qu'ils ne se font pas poser la question alors qu'ils auraient aimé qu'on leur pose la question. Souvent, ça rend, quand ils ont des idées suicidaires et qu'ils ont vraiment une intention de mourir, de l'entendre, ça ouvre la porte à pouvoir en parler. Alors que pour nous, pour des personnes qui n'ont pas d'idées suicidaires, bien, ça peut être frappant. J'ai plus de réactions des gens qui n'ont pas d'idées suicidaires quand on pose la question que des gens qui ont vraiment des idées suicidaires. Eux, ils se sentent soulagés. D'accord, très bien, merci. Bon, il y a une question qui revient, c'est est-ce que la présentation, votre PowerPoint pourra être partagée aux participants et participantes? Oui, donc je vais me charger de transmettre le PowerPoint à nos spectateurs aujourd'hui. On a encore une question qui dit, est-ce que l'humour peut aider dans les questionnements ou est-ce que cela fait plus de mal? Ça dépend où c'est placé, évidemment. Il faut que ça soit un humour pour détendre et non pour rire de la personne mais des fois, de placer un peu d'humour dans un échange, moi, dans des évaluations du risque suicidaire, des fois, pour détendre l'atmosphère que je semblais très tendue, on faisait l'humour. Ça me permet aussi de voir si la personne réagit à l'humour. Si elle ne réagit pas du tout, bien, ça nous donne un indice qu'elle est peut-être très, très en détresse. Si elle réagit un peu, souvent, c'est bon signe. Oui, alors c'est sûr de bien le placer puis pas que la personne se sente comme si on rit d'elle, mais ça a comme effet de bien détendre l'atmosphère dans plusieurs cas. OK, parfait. Il y a aussi une autre question. Oui, certaines personnes ne montrent aucun indice, n'avertissent pas. On peut même dire qu'elles donnent à voir comme étant des personnes joviales, mais peuvent donner fin à leur vie. Donc, elles ne sont pas à l'abri non plus. Est-ce qu'elles sont énigmatiques ou un coup de tête s'en vient? Qu'est-ce que la personne vous demande, qu'en pensez-vous? Sont-elles énigmatiques ou un coup de tête s'en vient et du coup à mettre fin à leur vie? Il y a plusieurs raisons pour ça. Dans certains cas, de prendre la décision de mettre fin à sa vie peut occasionner une rémission spontanée qu'on appelle, alors peut leur redonner l'énergie, même qu'on pense que la personne va soudainement mieux. Et c'est un signe, ça, c'est à faire attention. Là, si la personne va soudainement mieux alors elle semble dépressive depuis plusieurs mois, ça pourrait être un indice qu'elle a pris la décision dans sa tête ou du moins que pour elle, là, elle a un plan suicidaire. Ça a été rapporté beaucoup dans la littérature. Sinon, il y a des gens que c'est très difficile. On ne peut pas prévenir tous les suicides. On fait notre possible pour prévenir. Le plus qu'on est de gens à intervenir puis à tenter de prévenir le suicide, le plus qu'on a des résultats. Moi, je vois ça comme des morceaux de casse-tête. C'est pas moi, comme intervenante, qui va avoir tous les morceaux du casse-tête. Moi, on m'en a donné peut-être 2. Peut-être qu'on en a donné 2 à l'autre, au frère ou à la sœur de la personne, puis 2 ici, 2 là. Mais si on intervient tous ensemble, là, on a un maillon, un filet de sécurité qui est plus fort que si on est juste tout seul. D'où l'importance que chacun là, en prenne un peu pour soi pour tenter d'aider. D'accord, merci. Ensuite, Oui, je voulais ajouter aussi, c'est bon aussi de le dire que nous, on est inquiets à la personne, malgré que là, si elle est joviale, on n'aura pas vraiment d'inquiétude, mais je pense que je sautais peut-être à une autre question que je voyais des fois
si on est inquiet, on partage notre inquiétude, puis on demande des fois la permission de communiquer avec quelqu'un d'autre aussi, là, parce que Jessica disait qu'il y en a des fois qui ont des morceaux de puzzle. Il ne faut surtout pas rester seul, nous non plus, dans ces situations-là. Puis des fois, de dire, est-ce que vous me permettez de parler à votre sœur, vous y parlez souvent, parce que je t'inquiète. Fait que, bon, elle peut vous dire non, par contre, là. Mais c'est ça, il ne faut pas, nous non plus, rester seuls dans ces situations-là. On peut consulter aussi des collègues, voir qu'est-ce qu'ils feraient, est-ce qu'ils connaissent cette personne-là, de nous donner des suggestions aussi d'intervention. OK. Il y a 2 questions qui viennent d'arriver. L'une des questions qui dit: que fait-on quand la personne ne veut pas qu'on en parle et ne veut pas aller vers les ressources qu'on lui propose? Je peux peut-être me lancer. De ne pas en parler, ça arrive fréquemment que la personne peut dire ça. C'est recommandé fortement d'en parler quand même. Souvent, dans les cas que j'ai eus, là, les personnes qui ont dit de ne pas en parler, une fois qu'elle est mieux, ils ont remercié la personne d'en parler puis d'avoir été chercher de l'aide. C'est pas tout le monde qui le verbalise. On s'entend, il y a des personnes qui vont juste jamais rien dire après, même s'ils sont contents qu'ils vont mieux. Mais c'est important de jamais garder ça pour soi parce que c'est un poids sur ses épaules de garder ça à nous seuls. Les professionnels de la santé, nous, c'est le seul élément qu'on peut briser la confidentialité si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui. Donc, c'est vraiment, on a la vie de la personne entre nos mains. Puis être seul avec ça, là, ça peut être lourd s'il y a des conséquences graves qui s'en suivent. Alors, je recommande fortement de ne pas garder ça pour soi. L'autre question, je m'en suis... Et l'autre question, c'est si elle ne veut pas aller vers les ressources qu'on lui propose. Ah oui. Ça arrive aussi quand même fréquemment. Moi, j'encourage d'offrir des ressources régulièrement ou de tenter certaines choses. Puis je vois ça un peu comme un escalier. Des fois, ils sont juste à la première marche, puis c'est la dernière marche qui va faire qu'ils vont aller chercher de l'aide. Mais on ne sait pas, la personne est rendue où sur l'escalier. Fait que si on se décourage, mais elle était à la dernière marche, puis elle allait y aller, mais peut-être qu'on a manqué de notre chance. Par contre, c'est sûr que c'est décourageant si on est encore à la première marche, puis ça va prendre 12 étages avant qu'elle se rende. J'exagère, mais c'est un travail qui peut être de longue haleine dans certains cas. Comme dit Annick, c'est important de ne pas se décourager, de rester positif, puis rester aussi d'offrir du soutien à la personne, même si on ne ressent pas toujours une certaine valorisation de sa part, là, parce que c'est normal dans un état, on sait que 90% des personnes qui se suicident avaient des symptômes dépressifs, donc c'est pas les personnes qui sont les plus joyeuses et les plus contentes de recevoir de l'aide ou d'en parler. Mais c'est de là aussi que peut-être le plan de sécurité peut venir nous aider en disant « OK, je comprends, vous ne voulez pas aller vers les ressources, moi, je t'inquiète. Moi, je ne peux pas vous laisser comme intervenant. » Bon, c'est sûr, comme Jessica disait, comme professionnel de la santé, on a une obligation de dénoncer ou d'aviser des personnes ou d'intervenir lorsqu'on sent vraiment qu'il y a des idées suicidaires. Puis des fois aussi, c'est de dire, me permettez-vous juste on peut limiter ce qu'on va partager aussi comme information aux personnes. Me permettez-vous de parler à votre mari ou à votre sœur, juste pour voir si ça peut venir vous aider. Tu sais, des fois, de limiter, de dire qu'est-ce qu'on va partager. Ou, comme je reviens encore au plan de sécurité, dire OK, pas de ressources, on vous les donne quand même, on les donne quand même. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? C'est ça, je ne peux pas, comme intervenant, vous laisser quand je vois qu'il y a un danger, un risque imminent. Je ne peux pas vous laisser comme ça aussi. D'accord, très bien. Très bien. Et enfin, il y a une dernière question, c'est si le suicide est planifié. Si le suicide est planifié, dans le quand et comment, et que nous n'arrivons pas à rétablir la situation, que faire exactement et concrètement? Oui. Moi, j'encourage fortement d'appeler le 1866 appel. Ils vont vous accompagner. S'il y a vraiment un plan concret, là, ils vont vous accompagner
parce que on veut éviter de se rendre à il y a une loi P38 au Québec qui est la loi de la protection de la personne pour se protéger quand la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, où est-ce qu'on pourrait forcer une hospitalisation, on pourrait forcer la personne à venir à l'urgence avec les policiers, mais on veut toujours éviter de forcer qui que ce soit à se rendre à l'urgence. Donc, le 1-866 appels sont très habitués dans ces situations-là pour vous aider à accompagner la personne pour qu'elle se rende volontairement là, vers des soins si c'est vraiment imminent et vous êtes très préoccupé. Fait que moi, je vous encourage à avoir ce soutien-là, mais vraiment toujours miser sur la collaboration de la personne, puis donner de l'espoir, transmettre de l'espoir que ça peut aller mieux. Puis là, c'est un moment très difficile que la personne vit. Puis avec tout ce qu'elle vit, c'est ça, elle a de la difficulté à avoir d'autres solutions et d'autres options. Puis nous, c'est de tenter de lui montrer qu'il y en a d'autres options et d'autres solutions. Parfait. Je pense que ça fait le tour au niveau des questions. Je ne sais pas s'il y a des participants qui ont des questions dernière minute. Sinon, s'il y en a qui viennent par après, là, ça va nous faire plaisir de répondre par courriel aussi à toute autre question qui peut, des fois, un peu plus tard arriver. Oui, définitivement. Donc, si des questions, si je reçois des questions, je pourrais toujours vous mettre en contact directement avec les intervenants et intervenantes. Parfait. Je vais par conséquent vous remercier, vous, premièrement, nos conférencières du jour pour cette présentation qui était vraiment enrichissante. Vous avez plein de beaux commentaires dans les discussions d'intervenants et intervenantes qui vous remercient pour votre présentation. Je vais remercier également tous les participants et participantes, les organismes qui sont membres du RANC qui ont participé au webinaire. Juste un mot pour terminer, je vais juste vous préciser la date de notre prochain webinaire qui sera le jeudi 11 juin, c'est-à-dire jeudi prochain de 13h à 14h, où on va présenter un outil d'intervention en matière de maltraitance envers les personnes proches aidantes. Ce sera avec la chercheuse Sophie Etier de l'Université de Laval. Également, je vais vous inviter à nous contacter directement pour nous faire part un peu des sujets que vous aimeriez aborder cet automne. On va pas avoir de webinaire durant l'été, mais durant cet automne, on va préparer la programmation. Donc, vous pouvez directement nous contacter pour nous faire part des sujets que vous aimeriez aborder. Et dernière chose encore pour les organismes membres du RANC, c'est qu'on recrute des personnes qui seraient intéressées à faire partie des comités communication et mobilisation et également du comité analyse et réflexion. Donc, si vous voulez vous investir un peu plus au niveau de ces comités-là, vous pouvez me contacter à info@ranq.qc.ca.